Bonjour Véronique. Bonjour Hélène. Alors, je suis excessivement heureuse de te recevoir à mon micro. Tu as eu la grande gentillesse de m'inviter chez toi à Nîmes. Donc, toi, tu es née ici. Et moi aussi, en fait, je suis nîmoise. Donc, c'est vraiment Nîmes, ma ville de cœur. Donc, c'est un peu une saveur particulière d'être ici, à l'ombre, dans ton magnifique jardin. On enregistre, on est mi-juillet 2024. Et c'est pareil, un moment un peu aussi pour moi où je reviens un peu aux sources. Ton épisode va sortir au début de la saison 8 du podcast, qui va être très coloré, un peu de renouveau. Et préparer ton interview m'a offert l'opportunité de me reconnecter avec des sensations que j'avais un peu oubliées, de jardin en fait ici, de Mazé aussi, ni moi, tu vois, on va en reparler tout à l'heure. Tu vois, tu es l'une des botanistes qui me touche le plus. En fait, j'adore vraiment la manière dont tu contes ton histoire, en fait, celle de la relation, de ta relation en vivant à ton territoire, à la Méditerranée. Ton compte Instagram est rempli de si belles formules. C'est très agréable de te lire, de suivre ton œil aussi, parce que tu nous emmènes un peu comme si on était avec toi, tu vois, dans ta poche. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Et vraiment, c'est extraordinaire. C'est une expérience. Donc, Instagram, c'est le pire et le meilleur, mais c'est souvent, parfois, quand même le meilleur. Et vraiment, ton compte est super. J'aime la manière dont tu fais circuler ton amour pour le vivant. Tout au long, on a l'impression de ta vie professionnelle, tu as voulu connecter les humains, que ce soit à travers donc les cours, les écoles, les jardins, avec les visiteurs de ces jardins, mais aussi tu allais dans des prisons, dans des festivals, etc., avec le végétal, donc connecter les vivants non humains et avec les vivants humains, en explorant en fait ces liens visibles et invisibles qu'on tisse avec les arbres, les jardins, le paysage, la forêt. Donc faire emménager quelque part le vivant, la Méditerranée dans nos vies, dans nos cœurs, j'ai l'impression que ça a été ton cap et c'est vraiment formidable. Dans ce podcast, donc je te le disais avant de commencer, mais on n'est pas des spécialistes, hein, mais en revanche on est des amoureux du beau. On a déjà un peu parlé du vivant parce que j'avais rencontré on a fait des podcasts avec donc déjà j'ai Clément, Francis Allais, Nicolas de Fernandez, que je remercie encore de nous avoir mis en relation toutes les deux. On aurait dû se rencontrer en fait en 2021 parce qu'on avait prévu de te faire intervenir à l'occasion de l'exposition frugale qu'on avait organisée avec l'Association pour Indienne Soutenable et en complicité avec Nicolas. Mais voilà, les inondations et tout ça, on avait voulu autrement. Donc on se retrouve désormais aujourd'hui, en 2024, 2 ans après. Et durant ces 2 dernières années, d'ailleurs, moi, j'ai pas mal pratiqué un endroit assez magique dont on parlera tout à l'heure, qui est le pont du Gard, parce que j'ai eu l'occasion d'être pas mal à côté d'Uzès ces derniers temps, et vraiment les gorges du Gardon, voilà, tout ce qui est la Baume, Colias et tout ça, c'est des endroits à la fois magiques et puis qui m'ont aussi... je me rappelle que c'est là-bas, tu vois, que pour la première fois, j'ai vu ce phénomène de la métamorphose se produire vraiment quand t'as sur les berges comme ça, c'est cette larve qui quitte son corps de larve et qui va devenir une libellule. Moi, j'avais complètement... ça m'avait vraiment fasciné. Donc, comment on passe de l'eau à l'air alors que c'est un même être vivant. Je trouvais que c'était... Voilà, bon, ça vient comme ça, mais c'est aussi pour dire à quel point je crois que des paysages, et notamment ces paysages qui sont ces paysages méditerranéens un peu rudes parfois, sont riches en souvenirs pour celles et ceux qui ont la chance de les côtoyer et de les vivre. Pour dire quelques mots de ta vie professionnelle, donc... même si tu viens tout juste de prendre ta retraite, mais tu vas continuer à intervenir, à faire rayonner ton amour pour le vivant et sa préservation. Mais en tout cas, tu as une manière de pratiquer la botanique un peu particulière parce que tu l'as exercée en libéral, quelque part. Donc, tu te qualifiais d'artisan botaniste. J'adore ce mot. Donc, tu as enseigné la botanique à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, donc dans le site de Marseille. Tu as beaucoup aussi accompagné les paysagistes pour préciser leur palette végétale, parce que voilà, ils n'ont pas toujours une culture botanique aussi importante qu'un botaniste. Donc du coup, c'est super et on a besoin aujourd'hui encore plus, on en reparlera sûrement dans cet épisode, de votre rôle. Tu as accompagné aussi beaucoup de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre privés et publics. Pareil, à travers ces palettes adaptées à des sites pour répondre aussi aux défis écologiques actuels, économiser de l'eau, adapter au changement climatique, diversité biologique, etc. Et toujours ancrer davantage les projets dans leur environnement.
Et puis, pareil pour les collectivités, surtout en Occitanie, c'était vraiment pour préserver, valoriser ces paysages qui font l'identité de ces territoires. Mais tu as aussi travaillé sur l'histoire des plantes et tu as publié plusieurs livres. L'histoire de Garrigue en 97, on va en reparler là dans pas longtemps. Conversation sur l'herbe. Et puis, ton dernier livre, c'est Évasion botanique, qui est en fait un livre de photos qui est incroyable parce qu'en fait, tu as un œil incroyable. C'est saisissant de beauté, vraiment. C'est aussi un livre de légende, en fait, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de textes, mais les textes sont les légendes de tes photos. C'est très, très poétique. Donc, vraiment, c'est une merveilleuse idée de cadeau. Franchement. Et puis, en fait, c'est aussi, on a l'impression qu'on retrace un peu ton parcours botanique à travers toutes ces photos, tout ça. Donc, c'est chouette. Je mettrai dans les notes de cet épisode les liens vers ces livres. Et si tu veux bien, Véronique, ensemble, j'aimerais pour commencer cette interview que tu nous parles de la Méditerranée et pourquoi finalement est-ce que ce monde de la Méditerranée t'intéresse énormément et ne t'a jamais quitté parce que tu as commencé finalement avec Francis Allais avec plutôt quelque chose qui était orienté tropical et puis voilà, tu as jamais véritablement enfin, ça t'a coloré évidemment, mais en revanche, la Méditerranée a été 100% de ton métier, ouais. En tout cas, merci de tous ces mots, parce que c'était de très jolis mots qui me touchent vraiment. Oui, la Méditerranée, souvent je commence par ça quand je parle en disant que je suis avant tout méditerranéenne. Et je crois que ça caractérise quelque chose que les femmes méditerranéennes, c'est une certaine coloration. Tu parlais de coloration et moi je me sens très méditerranéenne dans l'âme. Je suis née à Nîmes, au-delà de ça. Et je crois dès mon enfance, j'ai eu un rapport avec cette nature méditerranéenne, mais qui est dans toute sa complexité aussi. Et je crois que ce qui me touche particulièrement, de manière un peu paradoxale, c'est la rudesse. C'est le fait que ce soit quelque chose qui soit pas trop édulcoré, mais qui soit quelque chose plutôt de combatif et d'engagé. Voilà. Quand on veut pousser, qu'on ait une plante en Méditerranée, eh bien, on va se le chercher, quoi. On va chercher l'eau. Et j'avoue que ce que j'aime, c'est cet engagement-là. Voilà. Cet engagement du vivant. Oui, ouais. Exactement. Ce mot Méditerranée, il est associé donc à une mer, à un climat, à une végétation, à des paysages. On parle aussi ici en Méditerranée de cette gestion un peu d'agro-sylvo-pastoralisme, etc. Est-ce que tu peux un peu nous raconter la spécificité qui t'a touché en Méditerranée en relation avec tout ça? La première chose, je crois qu'il faut dire sur la Méditerranée, tu l'as bien dit, hein, c'est quand on parle méditerranéen aujourd'hui. Alors, on ne va pas remonter à l'histoire de comment cette image de la Méditerranée a été créée, mais ce n'est pas une image si vieille que ça, en fait. Et la première chose, moi, je trouve la plus importante, c'est le climat. Parce que le climat méditerranéen est le seul climat, en sachant que le climat méditerranéen, ce n'est pas que le pourtour de la Méditerranée. Il y a d'autres régions de la planète qui ont un climat méditerranéen, en Californie, au Chili, en Afrique du Sud, en Australie, un peu en Chine. Donc c'est ce dont je parle. Et ce climat-là, il a la particularité d'allier la saison sèche avec la saison chaude. C'est le seul climat de la planète qui marie le sec et le chaud. Tous les autres climats, la saison sèche, c'est la saison froide, et la saison des pluies, c'est la saison chaude. Et donc, à part le climat désertique, cette particularité d'avoir en été le sec et le chaud fait que c'est un peu double peine pour le vivant. Parce que non seulement il faut qu'il se préserve du chaud, mais souvent, pour se préserver du chaud, notre climatiseur, qu'est-ce que c'est ? C'est la transpiration. Et c'est vrai aussi pour les arbres. Et nous, on peut boire. Les arbres, ils sont obligés, les arbres ou toutes les plantes, elles sont obligées d'aller chercher l'eau dans le sol. Et comme c'est aussi la saison sèche, c'est la végétation, est toujours dans ce conflit de se mettre au repos
pour éviter de transpirer, pour pas perdre d'eau, mais en ne perdant pas d'eau, leurs stomates, c'est-à-dire les pores que l'on va trouver sur les feuilles, vont se fermer pour pas perdre d'eau. Et à ce moment-là, la photosynthèse ne se fait plus ou presque plus. Et donc l'été, les plantes, dans une économie d'énergie, elles vont toujours être dans cette tangente de prendre le risque de mourir de soif ou de mourir de faim, en fait. Et donc ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que ça veut dire que les plantes en été, leur grand challenge, c'est de ne pas dépenser d'énergie. Et c'est d'être au minimum d'activité. Et on verra plus tard que, par exemple, dans cette mode des jardins, aujourd'hui, avec des grandes pelouses, par exemple, bien vertes, ou des massifs fleuris, ben ça, c'est extrêmement énergivore pour les plantes. Mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Oui, on y reviendra juste après. Mais avant qu'on rentre dans tous ces détails, moi, j'aimerais que tu puisses nous reposer un ordre de grandeur pour entrer dans cet épisode vraiment avec beaucoup de... Enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai entendu dans une de tes interviews, j'ai adoré parce qu'il est très mémotechnique et il nous permet de nous remettre aussi dans une position d'humilité totale par rapport à l'arrivée dans le temps du règne végétal versus notre arrivée à nous en tant qu'humains. Oui, je pense que c'est important de réaliser ça parce que aujourd'hui où les changements climatiques nous fragilisent, et on voit bien que ça fragilise le vivant, surtout dans nos régions tempérées. Et si on regarde, notre réflexe, c'est de dire sauvons le vivant. Et en disant ça, sauvons le vivant, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai fait ce calcul de se dire entre le temps où le règne végétal est sorti des océans, on appelle ça la terrestrialisation, quand il est sorti sur les continents et qui s'est mis à la conquête des terres émergées, et le temps où Homo sapiens est apparu, il y a un facteur de 1500. C'est-à-dire il y a 1500 fois plus de temps que le règne végétal est sur la planète que nous. Et là, franchement, on se dit, est-ce que c'est vraiment nous qui allons sauver ce règne végétal? Est-ce que ça ne serait pas l'inverse, par exemple? C'est non seulement est-ce que ça ne serait pas l'inverse, mais aussi peut-être, je trouve que ça nous permet de voir à quel point, en fait, la base de la vie du règne végétal, c'est la coopération, c'est l'altérité, c'est la coévolution, Et du coup, c'est la question qui nous pose aujourd'hui, quelque part, un peu, qui nous est posée à nous en tant qu'humanité terrestre, humaine, quoi. Et du coup, je trouve que c'est, en tout cas, se rendre compte, parce qu'on vit quand même un moment, et on en parlait tout à l'heure, assez incroyable en termes de connaissances, aussi en botanique, etc. Toi, tu me disais que la manière dont aujourd'hui on apprend et tout ce qu'on sait sur l'arbre, par exemple, n'a rien à voir avec ce que tu avais appris à l'époque. Tout ça, toi, quelle est l'empreinte que ça te laisse, en fait? En travaillant sur cette question, il y a une chose extrêmement importante qui m'est apparue, de travailler sur cette histoire depuis la terrestrialisation jusqu'aux angiospermes, les plantes à fleurs actuelles, qui ont pris vraiment le pas sur toutes les autres branches des végétaux supérieurs. Eh bien, je me suis aperçue que toutes les grandes acquisitions du règne végétal, c'était toujours des acquisitions qui étaient, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, en coévolution avec un autre règne du vivant. Et là, je me suis dit, pour répondre à une question qui l'année dernière m'était posée, qui évoquait la question de l'intelligence du vivant non humain. Et pour moi, la réponse à cette question, pour le règne végétal, c'est vraiment le vivre ensemble. C'est-à-dire tout ce qui fait l'intelligence du vivant non humain, du vivant végétal, c'est de savoir vivre avec les autres règnes. Et pas vivre ensemble que avec le règne végétal, mais vivre avec les autres règnes du vivant. C'est extrêmement vrai, par exemple, on le sait aujourd'hui, mais c'est vrai depuis 450 millions d'années avec le règne fongique, les végétaux
ont su s'appuyer sur le règne fongique au démarrage des systèmes racinaires. Et donc aujourd'hui, on découvre qu'il y a cette mycorhize, ces mycorhizations entre les arbres et les racines, mais ça existe depuis 450 millions d'années. C'est vrai aussi si on remonte un tout petit peu avant, de la photosynthèse. La photosynthèse, elle a été possible, donc c'est vraiment la fonction essentielle du règne végétal pour l'autotrophie, c'est-à-dire fabriquer tout seul son énergie à partir d'éléments simples qui sont l'eau, le dioxyde de carbone avec le soleil comme énergie. Eh bien, c'est une endosymbiose des algues bleues qui ont permis la photosynthèse. Et puis, la dernière grande étape, qui est l'étape des angiospermes, avec ces plantes à fleurs et à fruits, qui a conquis l'ensemble de la planète et qui a été possible grâce à une coévolution avec le règne du vivant animal, notamment les insectes, par exemple, qui permettent donc d'être des vecteurs de la pollinisation, et puis les insectes, les oiseaux, pour la dissémination des graines. Et on voit bien que chaque fois, ça ne marche, de fait que le règne végétal est fixe, pas immobile mais fixe, eh bien il y a cette grande capacité à faire appel. Alors les mots, quand je dis à faire appel, forcément c'est pas le bon mot, mais j'aime bien dire je ne parle pas arbre, donc je parle humain, mais à faire appel aux autres règnes du vivant, d'autres vivants, pour pouvoir accomplir toutes ces fonctions. Et ça marche, et c'est ça qui est incroyable. Alors je ne sais pas si on peut parler d'altérité, mais Emmanuel Ecocha, le philosophe que j'aime beaucoup, qui a écrit ce livre sur la vie des plantes, une métaphysique du vivant, et qui dit qu'en fait, les plantes, en étant fixes, elles sont obligées de faire confiance aux autres règnes qui, eux, sont mobiles pour accomplir ces fonctions-là. Mais alors, ça veut dire qu'en fait, il y a des échanges donc, de matière, c'est sûr, sûrement d'informations aussi, entre tous ces règnes, donc tu le disais par les racines, en fait, en plus, tout ce qui est invisible à nos yeux, c'est là aussi où il y a, parce que tu le disais, on s'en rend compte maintenant, mais ça fait des milliards d'années que c'est le cas et que c'est juste qu'en fait, on n'a pas compris que ça se passait comme ça, mais en fait, il le faisait bien sans nous. Et aussi, en plus, pour que nous, on puisse vivre, parce que, en fait, à la fin, on bénéficie de tous ces services rendus, nous, humains. Est-ce que ces échanges de matière, parce que ils sont invisibles, mais donc là, tu parlais, on va peut-être y revenir après aussi, de l'importance de tout ce qui est le système racinaire. Parce que tu vois, quand on dit aujourd'hui que se balader en forêt ou de se balader dans un jardin, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui, même si elles n'ont pas forcément lu tous ces rapports, elles se rendent juste compte que en fait, ça fait du bien. Même ne serait-ce que quand tu te balades dans un marché et que tu sens les odeurs de tous ces végétaux fraîchement coupés et tout ça. Donc, il y a aussi sûrement peut-être dans l'air des choses. Est-ce que toi, depuis ta connaissance et tout ce que tu as appris aujourd'hui, il y a des choses que tu peux nous dire qu'on ne sait peut-être pas là-dessus, tu vois, et qui pourraient nous émerveiller. Effectivement, il y a la communication avec l'environnement, son environnement immédiat de la plante. Elle passe par les racines, mais elle passe aussi par tous ces composés qui sont ce qu'on appelle les composés organiques volatiles. Tu parlais d'odeur tout à l'heure. L'odeur, forcément, quand une plante émet une odeur, il ne faut pas le penser en termes d'odeur, mais il faut le penser en termes de message. C'est un message. L'info, quoi. Voilà, c'est de l'information. Ça peut être de l'information, par exemple, parce que c'est une information qui est très rapide quand ça va dans l'air et qui permet une réaction de l'ensemble des feuilles de la plante, par exemple. Tu vois ? Donc, c'est un message. C'est comme pour les fleurs. Les fleurs, quand tu vois une fleur, c'est pas juste pour faire joli et c'est pas pour faire des bouquets. C'est une information donnée
par exemple, à un oiseau, à un insecte, et la forme, la couleur, toutes les lignes qui sont dessus, visibles ou invisibles, parce que les plantes émettent des couleurs qui sont invisibles pour nous. Par exemple, en ultraviolet. Hein. Pourquoi ? Parce que le spectre de vision des insectes, il est décalé par rapport au nôtre, et donc il y a des signes sur les fleurs qui ne nous sont pas destinés, mais qui sont destinés aux insectes, que seuls les insectes voient. Et c'est tout ce monde-là qui est absolument merveilleux quand on s'y plonge dedans. Et des exemples, on pourrait en citer à foison. Mais en fait, c'est comme si du coup le renne végétal s'était dit, il faut que je sois, par exemple pour les fleurs, des stratégies de séduction, quoi. Il faut que je sois complètement irrésistible pour attirer tel ou tel pollinisateur, parce qu'en fait, j'ai besoin de lui pour qu'il aille. Enfin, c'est un peu ça, du coup. Alors, du coup, tu vois, la difficulté, c'est d'arriver à se dire, la fonction, c'est ça. Mais le dire, ça peut pas être comme tu viens de le dire. C'est-à-dire, la plante s'est pas dit, je vais attirer ça. C'est des mécanismes évolutifs qui ont conduit, et de coévolution, qui amènent à ça. Mais c'est extrêmement troublant, parce que si tu prends une orchidée, par exemple les ophrys qu'il y a dans la garrigue, l'ophrys abeille, il va mimer exactement l'abdomen de la femelle, hein, du pollinisateur, et il va non seulement mimer exactement la femelle physiquement, mais les poils vont être de même texture et les phéromones vont être de même nature chimique. Donc c'est extrêmement poussé, c'est vertigineux si on pense à ça. Et surtout, ce qui est vertigineux, c'est de le mettre sans intentionnalité et d'arriver à comprendre. Mais on se dit, mais comment ça se fait et comment on peut le dire de manière juste ? Et c'est ça qui est très très compliqué en fait. Mais en fait, c'est le mot que tu as dit, c'est ça, c'est vertigineux, de mystère aussi, en fait. Parce que peut-être que ça ne sera jamais accessible à notre compréhension, mais c'est aussi peut-être, enfin, tu vois, aujourd'hui où du coup on a grandi, on a été éduqué, en tout cas moi je parle pour moi, hein, mais avec cette idée de devoir justifier, pouvoir prouver que, etc. Et donc de s'enfermer dans un espèce de spectre où nous, on doit avoir contrôlé, avoir un espèce de précédent sur des choses qui nous dépassent totalement. Est-ce que finalement, toi, tu penses que même dans le métier aujourd'hui, autour du paysage et notre relation au vivant, parce que finalement, elle concerne, elle atterrit dans des projets aujourd'hui d'architecture quand ils sont pensés, mais, ou de jardin, mais c'est aussi tous les jours. Enfin, en fait, notre rapport au vivant, on se balade tous les jours quelque part, on traverse des lieux, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment emménage en nous et qui ne repart pas? Tu vois, comme une graine qui est plantée et en fait, il y a quelque chose qui pousse, c'est ce mystère, cet émerveillement de ce mystère qui fait que grandir. Oui, moi je pense que alors je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais ce que je trouverais important qui se passe, c'est que ça nous permette, tout ce qu'on vient de dire avant, là, à la fois cette temporalité, ce vivre ensemble et cette histoire de confiance dans la robustesse du vivant, c'est d'abandonner l'illusion de la maîtrise et de favoriser l'accompagnement. Et ça me paraît extrêmement important parce que tout au long du XXe siècle, et je pense beaucoup par l'apparition de tout le machinisme, hein, qui a été terrifiant, notamment durant les 30 glorieuses, hein, où sont apparues toutes les tronçonneuses, les tondeuses, les tracteurs, toute cette machinerie qui nous donne une puissance, ou en tout cas une illusion de puissance et de maîtrise, et dont on se rend compte aujourd'hui que c'est un leurre en fait, et que le vivant est certainement beaucoup plus puissant, alors je mets ce mot puissant entre guillemets, hein, mais en tout cas robuste que nous, et que notre seul rôle, ça serait de l'accompagner, de créer les conditions de son bien vivre, et pas du tout de vouloir tout le temps le maîtriser. J'adore ce mot de la robustesse, et d'ailleurs je suis en train de lire un livre de Olivier Amand,
C'est directement à ça que je faisais allusion. Voilà. Si tu as entendu mes mots, c'était les mots du titre. Et c'est ça. Et en fait, son ouvrage, je crois que c'est La troisième voie du vivant. Je mettrai les liens dans l'épisode. Mais je fais une autre parenthèse et un petit coup de pub à un copain parce que Olivier Hamon a sorti une masterclass sur une nouvelle plateforme un peu de savoir qui s'appelle Sator. Et donc, c'est une plateforme, en fait, c'est plusieurs personnes complètement comme ça, incroyables, qui en 10 heures nous délivrent leur savoir. Donc, c'est comme des petites masterclass, ça se regarde comme une série Netflix, tu vois, de 30 minutes par épisode. Donc, j'ai vraiment hâte de la regarder. Mais pour en revenir à justement cette confiance, c'est essayer aujourd'hui de se remettre au contact de... Peut-être, et on peut peut-être rebooker parce que avec le Mazé, tu vois, ni moi, je ne sais pas si c'est que originaire d'ici, mais qui finalement était aussi voilà, baigné de cette espèce de, au début sûrement d'un bon sens, et qui permettait en tout cas à un écosystème végétal de faune et de flore sûrement de vivre dans une espèce d'harmonie, d'avoir un petit peu justement ses capacités à être robuste sur un petit territoire. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est un masé ? Oui, je crois que dans ma pratique et dans ma pensée aujourd'hui, cette question du masé, tu as raison, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que le masé, déjà, c'est une sorte d'économie et de pratique de la ruse, tu vois. C'est-à-dire on ruse avec tous les éléments dans le masé. Et on fait avec, et ça a beaucoup de liens avec ce qu'Olivier Hamon appelle la robustesse, en fait. Et un autre élément qui m'est très cher, que j'évoque souvent, qui est l'action du vernaculaire. Et tu vois qu'il y a un peu dans ce que tu as décrit là juste avant, c'est-à-dire des choses qui sont bien adaptées à un milieu et sans prétention, en fait, voilà, qui sont juste là, bien. Et pour moi, cette question du vernaculaire et de l'économie de la ruse, c'est vraiment le masé qui mon enfance, mes deux grands-parents avaient des masés à Nîmes, et donc j'ai vraiment vécu dans les masés toute mon enfance. Le masé, ce qui est assez joli aussi, c'est que, en fait, Nîmes a cette particularité d'avoir un nombre d'hectares que l'on dit de garrigues, mais en fait qui sont des territoires qui aujourd'hui sont habités, mais qui sont issus en fait de terrains de collines qui étaient cultivés à l'origine, mais de manière pas par des agriculteurs, mais par les ouvriers du textile, qui est la caractéristique de la ville de Nîmes, qui avaient des lopins de terre, on dirait, en garrigue, où ils cultivaient un peu de vigne, un peu de céréales, un peu d'olivier pour leur propre autoconsommation. Et au XIXe siècle, ces terrains ont changé un tout petit peu de destination et sont passés du champ au jardin, on pourrait dire, de l'olivette au terrain de loisirs. C'est à cette époque-là qu'on a une grande expansion du terrain de loisirs. Et là, tous les Nîmois, le dimanche, montaient au masé pour aller cuire la saucisse et jouer aux boules. Et quand on dit ce mot masé, ça évoque à la fois la petite pièce bâtie, qui est juste une pièce dans laquelle on range la table, le parasol et les chaises, mais ça évoque aussi la parcelle. Donc le masé, c'est à la fois la parcelle et le terrain, et c'est indissociable en fait. Il y a une espèce de dedans-dehors qui est complètement... Oui, les pièces à vivre, c'est le jardin, quoi. Oui, voilà, exactement. Et puis au XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, ces masés ont été étendus et aujourd'hui, ce sont des résidences principales. Il y a eu beaucoup de livres écrits sur la civilisation mazetière. Moi, j'ai écrit un livre sur les jardins parce que c'est ce qui me tenait à cœur, mais qui est plus un livre ethnobotanique sur qu'est-ce qu'on trouve dans ces jardins comme plantes et qu'est-ce que ça raconte. Mais la civilisation mazetière à Nîmes, ça a été une très grande importance. Mais c'est un peu le cabanon marseillais aussi, Et alors, le fait d'avoir grandi avec voilà, le week-end, aller chez tes grands-parents et voir aussi
quel est l'art de vivre en fait qu'évoque un masé? Quelle est la relation au vivant que permet le masé de manière assez naturelle aussi par la manière dont il est séquencé ou scénographié. Enfin, je sais pas comment on peut le dire aussi avec ces parties un peu ombragées, les parties accessibles où on se dit bon bah là on va arroser 3 trucs et puis là-bas un peu moins, et puis bon après c'est trop loin. Enfin, tu vois, c'est fou parce que cet art de vivre autour de ces terrains de loisirs finalement nous rapproche du vivant. En tout cas, j'ai eu l'impression que toi, ça t'avait connecté petite avec... Oui, certainement. Moi, j'étais beaucoup connectée. Tu vois, ce livre qui s'appelle Jardin de Garrigue, je le commence par un élément qui m'a connectée, c'est les odeurs. Ce dont je parle, c'est l'odeur des coronies, c'est très puissant. Et il y a quelquefois des odeurs extrêmement puissantes qui émanent des plantes de cette garrigue, qui te restent en tête. Mais l'autre élément, je crois, qui est le plus important, c'est cette vie à l'extérieur. Tu l'as dit, le masé, la pièce, c'est pas fait pour y vivre, à part les hommes dans la semaine qui allaient faire un peu des beuveries. Mais sinon, familialement, on vivait dehors. Et donc ça, c'est un art de vivre. L'art de vivre dehors, de savoir gérer. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur ces questions de comment rafraîchir la ville ou s'acclimater au changement climatique. Plutôt que d'utiliser des clims, il y a toute une question de la science de l'ombre et de la lumière, de faire courant d'air, de fermer ton volet, de te mettre à l'ombre après le déjeuner, faire la sieste. Et tout cet art de vivre-là, il te permet aussi de t'acclimater à cet environnement. Et aujourd'hui, moi, je pense que ça me sert ici. Si tu regardes ma maison ici, tous les volets sont fermés. J'ouvre très tôt le matin, je ferme très vite après. Et j'allais dire, c'est un art de vivre en Méditerranée sans clim, sans adjonction de techniques. Et le masé, ça m'a beaucoup appris ça. Et je crois que ça peut être un vrai modèle aujourd'hui sur comment on vit dans ces changements climatiques. Et après, dans ce livre, tu parlais aussi de l'éloge de l'arrosoir. Oui, parce qu'un de mes grands combats, surtout en Méditerranée, c'est cette question de l'eau et de l'arrosage. Et puis aussi, puisque ton propos, c'est aussi de parler du beau et de l'esthétique, c'est de notre regard sur la fleur. Et ça, c'est quelque chose pour moi extrêmement important. Et peut-être on pourrait dire sur l'exubérance. On lit souvent un beau jardin, un jardin bien vert, exubérant, avec des fleurs. Et je fais une conférence quelquefois qui s'appelle « Quitter le paradis » pour déconstruire la notion de fertilité. Parce que si tu pousses, qu'est-ce que nous raconte cette vision du vert et de l'exubérance? Souvent, ça nous parle de récolte et de plantes, souvent que l'on va manger, ou tu vois, de ce rapport à la récolte en fait. Et pour récolter, on a besoin d'avoir le plus beau fruit, la plus belle fleur, la plus belle feuille. Si tu oublies cette notion de récolte, tu vas t'apercevoir que la plante en été, elle se met au repos, et que si toi tu veux accompagner la plante, comme on disait tout à l'heure, eh bien surtout il faut la laisser au repos. Il ne faut pas vouloir qu'elle ait de grandes feuilles bien ouvertes. L'accompagnement, il va être bien sûr pas de l'abandonner complètement pour la laisser mourir, mais la laisser au repos. Et donc ça re-questionne toute la question de l'arrosage aussi. Parce que si tu penses rester au repos, et si tu repenses tout ce qu'on a dit des cycles de vie liés à ce sec et chaud en été et à cette fermeture des stomates, ça veut dire que tu vas arroser profondément au niveau des racines, mais les racines des plantes méditerranéennes, elles sont très profondes, tu vois, donc il faut faire rentrer l'eau très profondément, là où ça reste au frais, et il faut faire ça le soir en général, pour que la nuit, la terre ait bien absorbé l'eau, et que ça serve aux plantes
le matin, qui est le seul moment où les plantes vont ouvrir leurs stomates avant qu'il fasse chaud. Après, elles les referment. Et si on ne connaît pas ce cycle de la plante, qui n'était pas connu comme ça, mais qui était empiriquement connu par les jardiniers, et il y avait une revue à Nîmes qui s'appelait Le Mazetier, où tu avais des textes sur comment arroser son jardin, qui racontaient ça, comment il fallait arroser le soir, laisser la terre gonfler, revenir arroser, et puis laisser tout. Et ça, l'arrosage automatique, c'est contraire à tout ça. Notamment le goutte à goutte, et moi je me bats beaucoup contre le goutte à goutte. Ça mouille les quelques premiers centimètres du sol. Et donc, c'est pas utile pour les racines profondes. Ça oblige la plante à développer un système racinaire superficiel qui va être le plus vulnérable à la sécheresse. Et donc, ça va obliger à re-arroser tout le temps. Et donc, en fait, c'est un cycle qui est absolument pas vertueux. Et puis, l'autre élément pour lequel moi je me bats contre le goutte à goutte ou l'arrosage automatique, c'est que on n'a plus ce rapport avec le végétal. Dans ton jardin, quand tu arroses à la main, comme ça, tu regardes tes plantes. Tu crées un lien, une attention à tes plantes, que tu n'as pas si tout se fait tout seul. Et ça, c'est très préjudiciable au jardin. Mais vraiment. Ouais, et puis, tu vois, moi, là, ça me fait penser... en fait, aussi à cet art de vivre. Enfin, là, j'ai vraiment des souvenirs qui me viennent de ma maman qui va arroser, tu vois, les plantes le soir, juste après qu'on ait fini de dîner. Et donc, elle fait ses allers-retours avec son arrosoir, etc. Et vraiment, elle me dit, non, mais j'adore, parce que je dis, mais tu veux pas qu'on t'aide? Non, non, mais j'adore, c'est mon moment. En fait, comme s'il y avait aussi, c'est méditatif, il y a quelque chose qui fait du bien. Enfin, en fait, c'était pas une corvée, en tout cas, alors que pour moi, je me disais, oulala, tous les jours, se faire tout ça, c'est du coup, vu de l'extérieur, quand on l'expérimente pas, on a l'impression que c'est quelque chose qui est de l'ordre du labeur, tu vois, alors qu'en fait, quand on le vit, vraisemblablement, en tout cas, beaucoup de personnes, quand tu le fais, mais encore une fois, je pense qu'il faut le faire avec une certaine attention, tu vois. Et donc ça, c'est aussi un autre volet de comment est-ce qu'on se met davantage au contact de notre art de vivre et tout ça. Oui, et puis tu n'es pas obligé d'arroser tout le jardin. En fait, après, l'aménagement du jardin, il va être... Tu vas mettre les plantes les plus fragiles à arroser le plus souvent, le plus près de la maison. Et puis, comme ça, tu vas échelonner, tu vois, à condition que tu acceptes l'esthétique d'un jardin sec l'été. Et là aussi, j'aime bien dire aux gens, l'hiver, par exemple, quand le jardin est au repos, ce qui n'est pas vraiment le cas en Méditerranée, parce que l'hiver, les jardins ne sont pas au repos, mais dans d'autres régions, quand ton jardin est au repos l'hiver, que les arbres ont plus de feuilles, par exemple, tu ne demandes pas aux arbres et aux plantes d'être dans une expression très esthétique du jardin. Non, tu te dis c'est en hiver, et ben voilà, c'est l'hiver. Et en fait, nous, notre hiver, c'est l'été. Et donc, c'est ce regard-là qu'on a perdu un peu à cause des congés payés qui sont en été. Et donc, c'est devenu une heure de loisir. On veut que tout soit... répondre en fait à notre Mais donc confort. ça veut dire qu'en fait inconsciemment on a pu aussi comme tu disais tout à l'heure, il y a des plantes si on les arrose, il y a des plantes peut-être qui veulent pas être arrosées parce qu'en fait peut-être que du coup le fait de les arroser à certains moments des fleurs, ça leur demande vachement plus d'efforts, ou alors en tout cas faire attention au moment où on le fait. C'est ça. Fleurir pour une plante, c'est extrêmement énergivore, et qui dit énergie dit beaucoup d'eau. Donc c'est incompatible avec l'économie d'eau. Et en Méditerranée, on a cette chance-là de pouvoir baser l'esthétique de son jardin sur autre chose que la fleur, sur le feuillage, sur la texture, sur les formes des plantes. Ou sur les odeurs aussi. Sur les odeurs, voilà, il y a tous les sens qui peuvent être développés, pas que ce regard sur la fleur. Et ça, c'est un gros travail à faire, qui, moi, m'importe beaucoup. C'est-à-dire qu'on abandonne la seule esthétique de la fleur pour faire beau dans un jardin. Ouais. Et ça me fait aussi penser à, pour revenir à ce qu'on disait sur aussi les odeurs, et ce pourquoi tu avais
aussi, enfin, le début de cette histoire avec le masé, les odeurs dont tu parlais. Je crois que c'était toi qui disais dans une interview qu'il y avait aussi empiriquement des moments pour récolter le thym ou... Tu peux nous raconter ces anecdotes? Oui, par exemple pour les plantes aromatiques méditerranéennes comme le thym, les huiles essentielles qui vont être émises par les feuilles du thym, ça crée une sorte de bulle huileuse autour de la plante qui vont éviter qu'elle transpire. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais en tout cas, on sait que ça participe à ça. Et donc, dans la stratégie de la plante, c'est d'émettre ces huiles essentielles aux heures les plus chaudes de la journée, puisque ça va protéger contre la transpiration. Et donc, les plantes, elles synthétisent ces huiles la nuit. Si tu fais ce calcul-là, ça veut dire que si tu fais ta collecte le matin avant le lever du soleil, c'est là où elle est le plus chargée, où les feuilles sont le plus chargées en huile essentielle, puisqu'après toute la journée, elle va libérer ces huiles essentielles et les resynthétiser la nuit suivante. Donc si tu collectes en fin de journée, ben, c'est le moment où c'est le moins chargé. Donc c'est intéressant et empiriquement cueille les plantes aromatiques, mais aussi tout ce qui est les plantes magiques, donc chargées de toutes ces essences, le matin avant l'aube. Hein. Et alors, les plantes de la Saint-Jean, la légende dit qu'on les ramasse aussi en reculant. Et ça, j'ai pas d'explication pour savoir pourquoi en reculant. La Saint-Jean, c'est le 20... Oui, 21 juin. 21 juin, d'accord. Donc, c'est le solstice d'été, en fait, oui. C'est ça? Et là, tu ramasses toutes les plantes magiques qu'on appelle les herbes de la Saint-Jean, magiques ou médicinales, qui vont te servir toute l'année, que tu vas faire sécher. Et donc, la tradition veut que ce soit ce jour-là où les plantes sont le plus chargées. Ouais. Ce jour-là de l'année, incroyable. Et alors, pour en revenir avec cette histoire de goutte à goutte, et donc on comprend bien que finalement, l'écueil que ça, c'est que donc ça favorise l'activité d'un système racinaire en surface, alors qu'en fait, l'objectif, c'est bien que les plantes aillent bien profond, parce que c'est aussi là où, du coup, elles peuvent aller chercher l'eau, en fait. C'est ça, en complicité avec le mycélium et tout ça. Est-ce que, et peut-être là, on peut arriver à ce sujet, parce que je sais qu'il y a un conflit en botanique avec comment on choisit les plantes qui s'adapteront après à notre changement climatique et tout ça. Et entre aujourd'hui la prescription de plantes exotiques, la prescription de plantes indigènes, est-ce que du coup, ce sujet aussi de, parmi certaines d'entre elles, se mixent aussi à l'intérieur celles qui vont avoir tendance à pouvoir faire des racines vraiment en profondeur, ou du coup c'est des sujets qui n'ont rien à voir, et est-ce que du coup ce sujet de voilà, répondre à des labels en faisant les bonnes choses, mais en même temps qui parfois sont un peu contre-productifs, est-ce que des expériences que tu as pu avoir et des exemples que tu peux peut-être nous donner font contre-exemple justement, ou montrent des effets pervers peut-être d'une certaine logique un peu mono? Alors j'entends ce que tu veux évoquer, parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui entre les plantes indigènes qui seraient mieux adaptées dans les aménagements parce que de là, et donc en étant de là, elles sont mieux. Et les plantes exotiques qui sont très souvent assimilées à des potentielles invasives. Et donc maintenant, de fait, on bannit les exotiques de peur de l'invasion. Alors moi, je détourne complètement ces questions-là en disant déjà que pour l'écosystème urbain, le biotope urbain, la question de l'indigénat, eh bien, elle est compliquée parce que dans un centre-ville, par exemple, les conditions climatiques des plantes sont pas du tout les mêmes que dans la garrigue. On est plus dans des biotopes de canyons dans les villes, tu vois, des entièrement minérales avec de grandes parois minérales. Et donc ça, on n'a pas des plantes indigènes forcément adaptées à ça.
Et mon autre volonté de détourner cette opposition indigène-exotique, il est par l'ajout d'un autre qualificatif qui est celui de spontané. Moi, je trouve que partout où on le peut, favoriser les plantes spontanées, c'est-à-dire qui vont pousser toutes seules, c'est extrêmement important parce que on en revient à cette grande question qu'on a évoquée tout à l'heure. Une plante spontanée, elle installe son système racinaire là où elle veut, comme elle veut. Et le système racinaire primordial, il est extrêmement important pour l'installation de la plante. Et toi, quand tu vas planter, ce système racinaire, il est déjà, je dis un mot qui n'est pas joli, mais il est déjà bousillé en fait. Et même si tu plantes comme Olivier Philippi avec une grande attention dans des pots anti-chignons, quoi qu'il en soit, même si tu plantes petit, il y a toujours les modes de culture préalables aux plantations dégradent toujours les systèmes racinaires. Et il me semble que l'enjeu de demain, c'est la qualité du système racinaire. Et donc, pour moi, une plante, à partir du moment où elle est spontanée dans un espace, qu'elle soit exotique, indigène, peu importe, il faut la garder et la favoriser. Mais c'est compliqué en termes de projet d'aménagement. C'est-à-dire, il faut que encore une fois, qu'on change de regard et qu'on accepte des plantes qui sont venues là où on n'a pas forcément mis une croix sur un plan. Oui, ou alors là où on avait prévu autre chose. Exactement. Ou là, ouais. Mais ça, en fait, ce changement de regard sur le déjà là, parce qu'en fait, ou le à venir. Ou le à venir, ouais. Parce qu'on peut se dire, oui, mais alors du coup, ça va être beaucoup plus long. Ah ben non. Les aménagements. Alors non, la croissance des plantes, à partir du moment, et ça c'est prouvé, j'ai 1 million d'exemples, une graine qui a choisi son endroit et qui pousse, tu mets la même espèce à côté, même plus grande, hein, tu verras à quelle vitesse la plante issue de semis, elle va dépasser ce que tu as planté, non seulement en taille, mais en vigueur. Mais c'est incroyable. Tous les gens qui ont fait l'expérience le découvrent et le voient. J'ai plein d'exemples, notamment à Marseille, à la friche à Belle de Mai, sur des espaces où les maîtres d'ouvrage, et je le comprends, on ne peut pas faire un projet de jardin en proposant que du semis. Bien évidemment, je ne suis pas obtus et je comprends bien qu'il faut créer un paysage. Mais sur la friche des Quais, à la Belle de Mai, le paysagiste David Donatsky, qui a créé cette friche, donc un principe de création d'une friche, l'administration de la friche de la Belle de Mai a voulu quand même qu'il y ait des arbres plantés pour qu'il y ait quelque chose. Mais tu y vas aujourd'hui, ça doit faire pas tout à fait 10 ans, tu verras que tous les arbres spontanés qui sont dans ce petit espace, ils dépassent de loin les arbres qui avaient été plantés grands et qui ont toujours végété, qui n'ont pas poussé. C'est que des questions de système racinaire, ça. Et ça, c'est une vraie leçon pour avoir une ville robuste demain. Mais on n'est pas tout à fait prêt à ça. Parce que dans l'illusion de la maîtrise, dont on parlait tout à l'heure, celle-là, dans la ville, on n'est pas prêt de l'abandonner. Bah oui, parce qu'en plus, là, j'imagine que aujourd'hui, il y a des espaces, parfois on est toujours surpris, moi en tout cas je suis surpris, je me dis mais comment cette petite pousse elle est arrivée là, tu vois, et puis ça vient parfois aussi dans des endroits où ça vient se mettre dans une fissure, dans un endroit qui en fait devrait être réparé parce que c'est un endroit bâti, parce que la ville n'est pas accueillante en fait pour le vivant, et donc elle se met à cet interstice-là parce qu'elle a trouvé... Alors que justement, voilà, ça va potentiellement, depuis notre œil, aggraver un problème parce que ça va faire des fissures, parce que ça va faire des infiltrations, parce que ça va faire je sais pas quoi. Donc c'est aussi, je pense, avoir un équilibre dans la manière dont on voit les choses.
Est-ce que aussi, pour essayer d'envisager les pratiques à venir favorables, ça veut dire que le temps que tu vois, les mentalités changent un peu, etc. Est-ce qu'en fait, et aujourd'hui, des gens qui ont envie de commencer à un peu baliser le terrain avec ces pratiques-là et ces états d'esprit, est-ce que pour les architectes ou les gens qui interviennent sur le paysage ou en ville dans des éléments d'architecture et qui ont un petit peu de terre ou d'éléments, est-ce que tu as des petits tips ou des choses qui pourraient favoriser cet accueil du spontané? Parce qu'en fait, par essence, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, tu vois, cet aléa. Alors, en fait, ça arrive très vite. Et pour favoriser cette arrivée, tu as cette notion de ce qu'on appelle les pièges à graines, en fait. Dès que tu crées une toute petite irrégularité, et tu l'as dit toi-même tout à l'heure, dès qu'il y a une fissure, par exemple, tu as une graine qui va arriver dans la fissure. Dès que tu as un tout petit obstacle, les graines vont arriver et ça va démarrer quelque chose. Et c'est cette attention à ce qui démarre et qui va évoluer, qui va accueillir d'autres éléments, qui est vraiment important et qui permet d'enclencher ce processus de l'arrivée du vivant. Mais il faut y être attentif. Et vraiment, voilà, toute irrégularité, c'est un peu aussi ce que Gilles Clément appelle le tiers paysage, en fait. Tu vois, cette attention aux marges, aux lisières, aux interstices, c'est là que le vivant arrive. Et si tu n'en as pas, tu peux le créer. Tu vois, juste de créer, de mettre un piquet, par exemple, où un oiseau va venir se poser et déféquer, voilà, ta graine, tu vas l'avoir très, très vite. C'est créer ces possibilités, en fait. Ouais, ces opportunités structurelles pour que... Et ça va très vite. Je te promets, ça va très, très vite. Parce qu'il y a des plantes qui aiment ça. On n'a pas parlé du figuier encore, mais le figuier, il est vraiment idéalement bien là-dedans. Tu peux raconter peut-être en quoi aussi dans cette histoire de local, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que dans ces listes dont tu parlais, j'ai l'impression qu'il y a aussi un sujet avec des arbres fruités qui ont été enlevés, tout ça. Enfin bref, c'est une complexité qui me dépasse, mais le résultat, qu'est-ce que c'est du coup et comment... Oui, en fait, c'est pas très complexe et c'est les rouages administratifs. Vraiment pourquoi je me bats, contre quoi je me bats. Parce qu'aujourd'hui, pour favoriser la biodiversité, on favorise l'indigénat et on exclut l'exotisme. Mais l'indigénat, définir une plante indigène, c'est très compliqué. C'est pas si simple que ça. Parce que l'indigénat, il dit qu'une plante est de là, mais ça définit pas qu'est-ce que c'est ce là. Est-ce qu'une plante, elle est de là dans mon jardin? Ou est-ce qu'elle est de là de la ville de Nîmes? Est-ce qu'elle est de là de l'Occitanie, de là de PACA, de là de la Méditerranée? Mais de la Méditerranée, ça veut dire quid de si elle est espagnole? Et donc l'indigénat, c'est compliqué dans l'espace, et comme tu viens de le dire, c'est compliqué dans le temps. C'est-à-dire, elle est de là, mais depuis quand elle est de là? Parce que toute la flore, elle évolue dans le temps. Et que du temps des glaciations, on n'avait pas la même flore. Et donc, aujourd'hui, dire une plante indigène, j'aime bien rappeler que là, récemment, il y a eu un travail collectif pour définir ce que c'est l'indigénat. C'est 20 pages de définition. Et donc, quand on a besoin de 20 pages pour définir un mot, c'est pas bon signe quand même. Ça veut pas dire qu'on est dans une définition simple. Et là-dedans, il y a une précision qui a été apportée, c'est toutes les plantes qui sont arrivées après 1492, la découverte des Amériques où ont été ramenées toutes plein de plantes. On considère que tout ce qui était là avant 1492, ce sont des plantes archéophytes, c'est-à-dire qui sont des indigènes, et plus après. Et là-dedans, il y a des plantes particulières qui sont les plantes cultivées, comme les fruitiers. Les fruitiers, ils sont là pour beaucoup depuis extrêmement longtemps. Et j'aime bien prendre cet exemple du figuier, qui est une plante dont on ne sait plus d'où elle est, parce qu'elle accompagne l'homme depuis plus de 11 400 ans.
Ah oui, c'est incroyable. Partout. Et donc, on ne sait pas quel est l'indigénat du figuier. Il y a de grandes discussions dans les chercheurs, on ne sait pas. Ils ont conclu qu'en fait, c'est une plante qui est liée à l'homme, vraiment. Et du coup, et c'est vrai pour d'autres fruitiers, on ne peut pas la déclarer indigène de quelque part, puisqu'elle l'est de nulle part. Et alors, si tu fais un projet d'aménagement où on te demande de mettre des plantes indigènes, et donc en général, les bureaux d'études, d'évaluation, ils ne connaissent pas toutes les plantes. Ils se basent sur des listings de plantes où on leur dit celles-là, elles sont indigènes pour telle région. Mais le figuier, il n'y est pas dedans. Les fruitiers, ils n'y sont pas. L'amandier, il n'y est pas. Parce que les indigénats sont impossibles à fixer. Et donc, on va t'éliminer le figuier ou l'amandier de tes palettes végétales parce qu'elles ne sont pas dans la liste des plantes indigènes. Tu vois la perversité, en fait, de ces listes-là. Alors que le figuier est un arbre qui accompagne l'homme depuis tout ce temps-là. Donc ça veut dire que c'est interdit de le prescrire ou est-ce qu'en fait on a peu le réflexe parce que du coup... C'est absolument pas interdit de le prescrire, mais quand tu veux labelliser un projet, eh bien on va te dire vous sortez le figuier parce qu'il va pas être, il répond pas aux conditions du label parce qu'il rentre pas dans la case indigène. Et donc les bureaux d'études évaluateurs, ils modulent les palettes végétales en fonction de ce critère d'indigénat. Voilà, et oui, c'est très compliqué ces questions-là aujourd'hui. C'est un vrai casse-tête. Ouais. En revanche, c'est aussi bien de savoir, parce que est-ce que tu vois, parfois on se demande si c'est pratique dans le monde, professionnel. Après, ont des impacts sur aussi nos, quand on est, quand on est particulier. Et en fait, est-ce que du coup, vu que c'est quelque part, tu vois j'imagine, tu vois, les pépinières, elles travaillent aussi beaucoup avec... elles travaillent B2B, B2C, tu vois. Donc, parfois, quand tu as des certaines normes en B2B, tu te calques et le B2C suit ce truc, cette mouvance-là, cette espèce de sillon pour le pire et le meilleur. Du coup, parfois, mais est-ce que ça veut dire que c'est ressusciter aussi la curiosité, puis en fait, justement, ces capacités quand on est particulier, de remobiliser, de replanter ces espèces-là? Est-ce qu'en fait c'est devenu, mais je me rends pas compte, c'est une question vraiment débile, mais demain je vais dans une pépinière, est-ce que parce que justement dans les labels le figuier, du coup, et tous les arbres fruitiers sont plus, est-ce qu'en fait du coup ça fait que il y en a moins qui existent, il y en a moins qui sont commandés, qui arrivent et qui font que tu vois, il y a plus d'autres choses. J'aurais tendance à te répondre de manière détournée. Aujourd'hui, notre lien avec le végétal, il s'est beaucoup appauvri. Avant, tout le monde avait un figuier dans son jardin parce qu'on mangeait des figues et on connaissait la valeur énergétique du figuier, qui est un arbre qui produit beaucoup en étant très économe. Et donc, tout le monde avait un figuier. Les gens dans les Mazénimois, ils avaient des cyprès parce que le cyprès avait un sens à l'entrée et avait une symbolique de bienvenue. Et quand tu visites des jardins, moi c'est ce que j'ai beaucoup essayé d'enseigner à mes étudiants, quand tu visites des jardins, à la lecture des plantes qui sont dans le jardin, tu peux raconter des histoires. Tu sais pourquoi cette plante était là. C'est souvent pas que des questions esthétiques, c'est aussi des questions de liens mythologiques, symboliques, quelquefois religieux, avec ces plantes-là, parce que depuis l'histoire, depuis l'Antiquité, cette plante, elle raconte des histoires. Ça se perd beaucoup. Et moi, je trouve que c'est ça qu'il faut arriver à remettre dans les jardins. Qu'est-ce que raconte le grenadier ? Pourquoi tu as un grenadier dans ton jardin ? Au-delà de manger des grenades, mais qu'est-ce que ça raconte ? Pourquoi tu as un figuier ? Pourquoi tu as un cèdre dans ton jardin ? Qu'est-ce que tu dis à travers ça? Et je trouve que c'est extrêmement important. Ça se perd, et ça se perd partout, dans les pépinières aussi. Tu vois, il n'y a plus ce lien-là. Et donc, il y a une sorte aussi de standardisation
de la commercialisation des plantes qui est liée à la production. Ouais, ça c'est vraiment. Mais c'est pour ça qu'en fait, refaire circuler finalement ces histoires, tu vois. Je connais rapidement celle du cyprès. Enfin, alors, il y a un côté un peu, je crois, religieux, puis un côté aussi de protection par rapport au feu. Oui, il y a, mais c'est pas non, c'est ça. Pourquoi on le plante, mais ça a été découvert. Et alors, pourquoi on le plante, Nicolas? On le plante parce que c'est un arbre. Il y a très peu d'arbres dans la flore qui est cette architecture fastigée en forme de flamme qui monte au ciel. Et donc, avec un bois qui est un bois très résistant, c'est un bois vraiment imputrescible et qui n'est pas attaqué par les insectes ni les maladies, et qui est toujours vert. Et donc, toutes ces qualités en ont fait un arbre lié à l'immortalité, mais aussi un arbre de passage, de lien entre la terre et le ciel. Donc l'on va retrouver un arbre funéraire également, et un arbre de bienvenue, parce que c'est un arbre de tous les lieux de passage en fait. Donc dans les masées, il va être à l'entrée pour symboliser la bienvenue, l'accueil. Et donc tu passes à travers. Alors il y a 2 ou 3 cyprès, donc ça symbolise le gîte, le couvert et l'amitié en fait. Ah oui, d'accord. Et les grenades? Et alors les grenades, c'est un symbole de fertilité. Tu vois, ça produit, il y a beaucoup de graines dans la grenade. Et dans l'Antiquité, dans les religions, c'est très lié à ces questions de fertilité. Et le cèdre a la puissance. Donc les cèdres, tu vas les retrouver dans toutes les maisons qui ont envie de montrer leur statut social. Tu vois, donc dans tous les châteaux, dans toutes les grandes maisons, tu vas avoir des cèdres. Mais dans l'Antiquité déjà, il y avait cette symbolique-là. Et même dans la Bible, il y a déjà cette symbolique-là. Ouais, c'est intéressant de se reconnecter à ces histoires-là. Et peut-être aussi, du coup, d'en imaginer un peu des nouvelles avec ces palettes spontanées qui vont surgir. Mais les nouvelles, elles arrivent très fortement parce que, par exemple, si tu vois, qu'est-ce qu'on fait de l'olivier aujourd'hui ? L'olivier, ça a toujours été un symbole de paix et d'immortalité. Mais aujourd'hui, on l'amène de manière très loin. Hein. Il symbolise la Méditerranée aussi, comme le chêne vert. Par exemple, quand il y a eu la COP22 à Paris, eh bien, dans l'arboretum de Chèvreloup, les participants à la COP ont planté un chêne vert. Donc tu vois, ça amène aujourd'hui une symbolique du chêne vert sur la Méditerranée. Donc je pense que ça se crée, ça continue, oui. Et est-ce que tu penses, parce que tout à l'heure tu disais dans cette espèce de conflit entre les plantes indigènes, les plantes exotiques, etc., est-ce que ces histoires qui nous restent à raconter aussi de symbolique, elles doivent encapsuler ce côté équilibre, harmonie, pour que ce soit pas tout blanc, tout noir, qu'il y ait un espèce de degré un petit peu et qu'après on se remette en capacité, un peu comme tu disais, de se remettre en confiance, tu vois, de plus trop contrôler. Mais ça veut dire être capable de gérer la complexité de tout ça, quoi. Je sais pas si... Oui, si tu regardes la biologie de ces plantes-là, ces plantes dites invasives, elles arrivent sur des milieux, elles viennent pas détruire un écosystème en place et prendre la place d'eux. Ça, c'est une idée qui est complètement fausse, qu'on a essayé de nous faire rentrer dans nos cerveaux, mais c'est jamais le cas. Une plante qui est dite invasive, elle arrive, c'est souvent une plante opportuniste, qui a la capacité de se développer sur des milieux peu qualifiés ou sur des milieux perturbés. Et si tu remontes d'un cran dans cette histoire, le milieu perturbé, ou le milieu disqualifié, il n'a pas été perturbé ou disqualifié par la plante qui vient s'installer, mais souvent par nous, qui polluons, qui perturbons des milieux. Et par ces perturbations, on fait disparaître la végétation qui était dans l'écosystème en équilibre. Et là, la plante opportuniste, qui a cette capacité de s'installer dans ce type de milieu-là, c'est une question d'écologie pure, eh bien, elle va prendre la place. Là où nous,
il y a un facteur qui est défavorable à notre regard, c'est que c'est le facteur temps. Parce qu'en général, quand on a un milieu perturbé, ensuite on a une série d'écosystèmes qui se mettent en place jusqu'à des écosystèmes, donc c'est des séries progressives, on va dire, jusqu'à, par exemple, si on prend des écosystèmes de garrigues, puisqu'on a beaucoup parlé de ça, on va partir de la prairie pour aboutir à la forêt de chênes verts. Ça, en fonction du type de sol, ça va pouvoir prendre 100, 150, 170 ans de reconstituer un espace forestier à partir de la prairie. C'est la même chose dans ces écosystèmes émergents. Si on laissait le temps à ces écosystèmes d'évoluer, on ne verrait pas juste cet état-là qui est juste à ce temps T de l'envahissement. On comprendrait que ces plantes dites envahissantes, ce sont des plantes donc opportunistes avec des cycles de vie courts, toutes, et donc ils vont laisser la place à d'autres choses. Mais en général, notre durée de vie à nous est plus courte que la durée d'évolution de ces écosystèmes. Et donc on laisse pas le temps. Le temps du végétal, c'est pas notre temps à nous. Et donc ça veut dire aussi que, par exemple, aujourd'hui où on se dit que l'arbre doit faire son grand retour en ville et où pour tous les bienfaits qu'il nous apporte pour rafraîchir, etc. Finalement, là où on voit que certaines promesses un peu électorales, c'est plein d'arbres, des gros arbres, des grands arbres. En fait, on n'y est pas. C'est peut-être aussi des arbres, à la juste taille, à la juste... Oui, tu as raison, c'est déjà des arbres à la juste taille et à la juste envergure, mais c'est aussi une manière de repenser l'environnement de l'arbre. C'est-à-dire, si tu continues à planter des arbres comme on les a plantés là, ces dernières années, isolés dans des petites fosses et tout seul dans du béton, sans qu'il y ait aussi une autre expression que j'aime bien employer, c'est sans qu'ils puissent faire société, eh bien ça servira à rien parce que l'arbre va se mettre en stress. L'été, il va se protéger pour pas mourir et il va t'apporter aucun des services que toi tu lui demandes de rendre. Donc pour qu'il te rende des services, il faut que déjà lui il soit bien. Ouais. C'est important. Merci pour ce regard. Véronique, on arrive à la fin de cet épisode et tu sais, j'ai une petite tradition, c'est que je demande à mes invités de me partager vraiment ce que le beau convoque en eux, qu'est-ce que ça signifie, l'importance que ça a dans leur vie, ce qu'ils ont envie de dire aussi sur lui. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager avec nous autour du beau, ta relation avec lui? C'est difficile parce que je pense que cette question du beau, mais certainement chez tout le monde, chez moi, elle relève plus de l'instinct que d'un souhait de quête du beau. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne cherche pas à faire beau ou aller vers le beau, mais je me rends compte au final que c'est là tout le temps. Et peut-être qu'il y a un élément pour moi qui symbolise ça, et c'est la lumière. Je pense que pour moi, la lumière, tu vois, dans ce tout petit jardin qui est vraiment en friche, on peut dire qu'il n'y a aucune intention ni d'ordre, ni de... Voilà, mes plantes, elles vivent avec moi, mais en communauté. Et je suis émerveillée de la lumière qui rentre dans ce jardin. Et je trouve que c'est ce qui fait beau dans le jardin, tu vois. Moi, c'est ce qui m'épate. Et souvent, c'est via la lumière que je suis émerveillée. Que ça surgit. Est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer pour aujourd'hui les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les collectivités d'architectes en tout cas des profils comme ça qui nous écouteraient et peut-être des choses qu'on n'aurait pas déjà dites. On a dit beaucoup de choses. Oui, c'est la question de l'attention. Mais oui, on revient à ça, c'est la question de l'attention au vivant. Je crois que c'est la clé de tout.
Et un conseil pour des jeunes qui sortent d'école aujourd'hui, qui sont, je pense, remplis aussi d'envie et qui n'ont pas encore été trop confrontés avec, comme tu disais, les choses pas très rigolotes, des labels, des normes, des machins. J'ai une histoire qui me vient en tête, mais qui est peut-être un tout petit peu trop longue à raconter, mais que je résumerai en disant à garder l'innocence de leur regard, ou en tout cas la spontanéité. Et c'est ce qui est le plus précieux, parce que bien souvent, plus on rentre dans une profession, plus on se spécialise, plus notre regard y perd cette innocence première, et on perd énormément de choses en fait en perdant ça. C'est vrai, c'est un super conseil. C'est très dur, je crois, mais si tu avais un jardin ou une balade vraiment que tu aimes un peu plus que les autres, sans peut-être nous dévoiler des endroits trop secrets si tu veux qu'on y aille. Oui, moi, il y a... Bon, on va rester en Méditerranée. Il y a des jardins qui sont un peu mes jardins fétiches, un jardin dans lequel on se sent, moi je trouve toujours bien tout le temps. C'est le jardin des Méditerranées au Royal Canadel, fait par Gilles. J'aime beaucoup ce jardin. Il est incroyable face à la mer. C'est vraiment un jardin. Quand est-ce que du coup tu nous recommandes, à quelle période? On y est tout le temps bien. Tout le temps, d'accord. Tout le temps, franchement tout le temps. Et puis j'ai eu un coup de cœur pour le jardin des migrations au Fort Saint-Jean à Marseille. Et tu as collaboré j'ai collaboré pour raconter des histoires justement. C'est un jardin qui a été façonné par les paysagistes APS à partir d'histoires qu'on a racontées, que j'ai écrites, et de plantes qu'on a choisies avec Olivier Philippi. Et j'aime beaucoup ce jardin qui, pour moi, qui est un jardin sans arrosage automatique. Et ça, c'est tellement rare. Je crois que c'est un des seuls, non ? Ben oui. Et je pense que c'est parce que c'est l'État qui est maître d'ouvrage, pas une collectivité. C'est peut-être plus ouvert. Une collectivité, elle est peut-être plus frileuse via pour des questions de frais de fonctionnement après. Est-ce que tu peux raconter juste où est-ce qu'il se situe ? Il est vraiment collé au Mucem en fait. Il est collé au Mucem, oui, il fait partie du Mucem. Il est sur le sommet du Fort Saint-Jean, donc, qui est un fort historique, de ces deux forts qui se confrontent à l'entrée du Vieux-Port. Et il parle de toute la question des migrations des plantes, notamment toutes celles qui sont arrivées par le port de Marseille, et de tous ces échanges autour de la Méditerranée. Et c'est extrêmement important. On a parlé de cette question de notre peur de l'exotisme, de notre peur du brassage, de notre peur de l'échange. Et là, ça nous parle de... Ne serait-ce que dans le potager méditerranéen où la ratatouille spécifiquement méditerranéenne, elle est faite de tomates, aubergines, qui sont en rien méditerranéens. Et donc, ça raconte tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est un endroit très très joli. Donc je mettrai les liens de tes livres dans les notes de cet épisode. Peut-être que pour te retrouver, donc Instagram, ton site, que je mettrai aussi en lien. Et en septembre, là, du coup, tu seras à Chaumont. Peut-être tu peux nous dire, je ne sais plus les dates. Oui, je suis invitée le week-end du 20-21, je crois que pour le week-end, au Botanique de Chaumont-sur-Loire. Donc là, on sort de la Méditerranée, carrément. Mais des fois, je fais des petites infidélités à ce territoire. Et je vais justement parler de ces questions d'invasives. Voilà. Trop bien. Qu'est-ce que c'est ? Et j'imagine que du coup, pour le reste, tu partageras sur ton site un peu ton agenda, voilà. C'est ça ? J'ai créé une page agenda sur mon site internet. Donc comme ça, les gens qui le souhaitent peuvent voir où je vais. Tu interviens. Bon, super. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi.